Merci beaucoup, merci aux organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de parler et bonjour tout le monde. Donc, comme le titre le dit, je vais vous parler de limites locales de triangulation de grand genre. Donc là, il y a pas mal de termes un petit peu mystérieux pour l'instant, mais je vais définir tout ça et motiver tout ça dans un instant. Je mentionne juste que c'est un travail qui est en commun avec Thomas Budzinski. Et je vous laisse admirer une jolie image réalisée par Nicolas Curien qui a évidemment un rapport avec ce dont je vais parler. Alors, je commence par vous parler des cartes, qui sont les objets sur lesquels je travaille en général. Donc grosso modo, si vous voulez, une carte, c'est un graphe dessiné sur une surface. Donc il y a une définition un peu plus rigoureuse dont je vais vous parler, là, qui est un petit peu plus longue, mais on va y aller doucement. Donc une carte, c'est un plongement à homéomorphisme préservant l'orientation près d'un multigraphe connexe. Donc un multigraphe, c'est juste un graphe où j'ai le droit d'avoir des arêtes multiples et j'ai le droit d'avoir des boucles, c'est-à-dire des arêtes qui vont d'un sommet à lui-même. Et donc ce plongement doit être fait sur une surface compacte, connexe et orientable. Voilà. Alors, donc là, je vous ai fait des exemples de cartes. Donc ici, dessiné, si vous voulez, sur le plan ou sur la sphère, c'est la même chose. Alors, voilà. Donc là, j'ai 3 cartes. Et si vous regardez bien, en fait, les deux premières cartes, finalement, ce sont la même carte parce que je peux aisément déformer cette carte-là en cette autre carte, juste en bougeant un petit peu les arêtes. En revanche, la troisième carte est différente des deux autres, alors que le graphe sous-jacent est le même, parce que, par exemple, vous prenez cette feuille-là, il n'y a aucune manière de bouger cette feuille et de la faire passer à gauche sans qu'il y ait de croisement. Et donc, pour des raisons de symétrie, nous, on considère des objets qui sont dits enracinés, c'est-à-dire que je distingue une arête orientée. Et là, c'est les petites flèches en bleu que vous voyez. Donc, je parlais de plongement sur des surfaces compactes connexes. En fait, les surfaces compactes connexes et orientables, c'est quelque chose qui est assez bien étudié. En fait, il y a la sphère, puis il y a le tore, donc c'est ce truc-là, c'est le donut, ou le tore avec 2 trous, le tore avec 3 trous, etc., etc. En fait, une surface compacte connexe, elle est juste décrite par ce qu'on appelle son genre, c'est-à-dire son nombre de trous. On va noter ça G par la suite, et on dit aussi que c'est le genre de la carte. Et donc moi, j'avais dit que j'allais vous parler de triangulation. Qu'est-ce que c'est qu'une triangulation? C'est juste une carte dont toutes les faces ont degré 3. Donc ici, je vous ai dessiné par exemple une triangulation de genre 3. Ok, donc ça c'est bon. Donc la question centrale de cette présentation, c'est je prends une triangulation, à quoi ça ressemble autour de la racine, localement. Donc voilà, ça c'est pour le local. Et donc pour rendre ça un tout petit peu rigoureux, on a besoin d'une manière de comparer 2 triangulations. Donc à quel point 2 triangulations sont similaires localement autour de la racine. Et pour ça, on a un outil qui s'appelle la distance locale, qui encode jusqu'à quand les boules de rayon R coïncident. C'est-à-dire, on regarde le plus grand R tel que les boules de rayon R sont les mêmes. Donc par exemple, là, je vous ai donné 2 triangulations. Vous voyez, la boule de rayon 1, là, qui est en vert, c'est la même dans les deux triangulations. Mais ensuite c'est différent. C'est pour ça que c'est en rouge. Donc, la distance locale, ici, ce serait 1 plus 1 puissance moins 1, c'est-à-dire 1,5. Et j'en arrive aux questions de limites dont je parlais dans mon titre. Donc, on va faire des trucs asymptotiques, c'est-à-dire qu'on va se demander à quoi ressemble une triangulation très large et aléatoire, évidemment, on est au proba de demain, autour de la racine. Donc, on a une distance qui est la distance locale, donc ça nous permet de définir une limite, qu'on va appeler la limite locale. Donc, dans tout cet exposé, ce sera des limites en loi dont je vais parler. Et la question fondamentale, c'est je prends une suite de triangulations aléatoires dont la taille tend vers l'infini. Est-ce qu'il y a une limite locale? Et si oui, à quoi elle ressemble? Est-ce que je peux la décrire? Etc. etc. Et le travail fondateur en fait, dans ce domaine de recherche, c'est le papier d'Angel et Schramm en 2002, qui montre que les triangulations planaires uniformes, c'est-à-dire les triangulations uniformes de la sphère, hein, comme je vous ai dit, le plan et la sphère, c'est la même chose, ça converge vers une triangulation infinie qui s'appelle l'UIPT, donc Uniform Infinite Planar Triangulation. Et donc là, vous avez une très jolie image qui est réalisée par Igor Kortchemski, donc un peu comme si vous survoliez l'UIPT. Donc ça, c'est le premier travail qu'il y a eu sur les limites locales de cartes.
Et donc, je vais vous parler un petit peu plus en détail de l'UIPT, de ses propriétés mathématiques, de sa loi. En fait, la loi de l'UIPT, elle est décrite de manière non ambiguë, c'est-à-dire qu'une fois que je vous donne ça, vous savez construire l'objet, par ce qu'on appelle la propriété de Markov spatiale. En fait, pour toute petite triangulation finie, petit t, je vais vous dire quelle est la probabilité que cette petite triangulation soit inclue dans mon UIPT. Donc mon grand T, là, c'est l'UIPT, c'est la variable aléatoire qui représente la carte UIPT. Et donc, cette probabilité ne dépend que du périmètre de la petite triangulation. Donc ici, par exemple, mon périmètre, c'est 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et du volume, c'est-à-dire le nombre de sommets qui apparaissent dans ma petite triangulation. Donc, et même de manière explicite, par une constante qui dépend du périmètre, fois un certain nombre lambda c, puissance le volume. Donc, qu'est-ce que j'entends par une petite triangulation est inclus dans une grosse triangulation? Je veux pouvoir prendre ma petite triangulation et la superposer sur la grosse de telle sorte à ce que, vous voyez, les racines coïncident. Ça, c'est très important pour que tout soit bien défini. Et donc, à propos de ce fameux lambda c, pourquoi ce nombre-là générique s'appelle lambda c? Donc le c, c'est pour critique. Et si jamais vous savez ce que ça veut dire, c'est le rayon de convergence de la série génératrice des triangulations planaires. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est qu'une série génératrice, imaginez que c'est le plus gros nombre qu'on puisse prendre de telle sorte que l'UIPT soit bien défini. C'est quelque chose de critique, c'est un rayon de convergence. Après le rayon de convergence, il n'y a plus rien qui est défini. Et donc, je vais vous donner une manière alternative de définir l'UIPT, c'est par une exploration de la carte, pas à pas, qui s'appelle le processus de peeling. En fait, on va découvrir notre UIPT pas à pas en découvrant des triangles. Donc, à un certain moment de mon exploration, disons, j'ai découvert une petite carte finie à l'instant T, j'ai découvert une petite carte finie avec un bord, et je vais choisir une arête au bord, et de l'autre côté de cette arête, évidemment, il y a un triangle, et je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Le premier cas, c'est que le troisième point du triangle n'appartenait pas au bord, et donc ça vous donne quelque chose comme ça. Mais il y a un autre cas où, évidemment, le troisième point du triangle pouvait appartenir au bord. Et là, on va couper le reste de la partie non explorée va être séparée en deux morceaux, puisque c'est planaire. Et une propriété fondamentale de l'UIPT, c'est qu'elle n'a qu'un bout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais ça dans mon processus de peeling, il y a deux morceaux, mais il y en a un seul qui est infini. Donc là, ici, j'ai décidé que c'était l'extérieur. Et il y en a un autre qui est fini. C'est ma petite partie en violet. Et pour celles et ceux qui savent ce que ça veut dire, la loi de cette partie finie, c'est une triangulation de Boltzmann critique. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ce n'est pas grave, mais remarquez qu'il y a encore ce lambda c qui apparaît là-dedans. OK? Bon, donc ça c'est pour l'UIPT. Maintenant, on peut se dire, j'ai défini toute mon UIPT avec un nombre qui s'appelle lambda c. Et a priori, je ne peux pas prendre un nombre plus grand, mais pourquoi ne pas essayer de prendre un lambda plus petit? Et c'est ce qui a été fait par Curien en 2012. Et donc il définit exactement le même objet que l'UIPT, mais avec un lambda qui peut être potentiellement plus petit que lambda c. Et ça s'appelle la PSHIT, pour Planar Stochastic Hyperbolic Infinite Triangulation. Et donc là, vous avez une simulation de la PSHIT qui est plongée dans le plan hyperbolique, justement. Et donc, pourquoi on dit hyperbolique? C'est que si je prends un lambda qui est plus petit que lambda c, ma carte elle a un comportement hyperbolique. C'est-à-dire que, par exemple, le degré moyen d'un sommet dans cette carte, il est plus grand que le degré moyen dans une triangulation planaire normale, c'est-à-dire 6. On a aussi une croissance exponentielle des boules, ça veut dire si vous regardez la boule de rayon R, son volume il est en exponentielle de R. Et la question qu'on peut se poser assez naturellement, c'est l'UIPT c'était la limite locale des triangulations uniformes, et est-ce que les PSHIT ce sont des limites locales d'un modèle de triangulation? Eh bien oui. Donc la conjecture qu'avaient faite Beniamini et Curien dans le même papier où ils introduisaient les PSHIT, où Curien introduisait les PSHIT, ils conjecturaient que justement les PSHIT c'était la limite locale des triangulations,
mais où le genre tend vers l'infini en même temps que la taille. Plus précisément, si vous prenez une suite Gn, telle que Gn sur n tend vers un nombre θ, un réel θ entre 0 et 1,5, et ensuite vous prenez les triangulations uniformes parmi les triangulations de genre Gn avec 2n triangles. Eh bien, la conjecture de Beniamini et Curien, c'était que cette suite-là a une limite locale qui est une pchit avec un paramètre lambda, et il y a une correspondance explicite entre lambda, il y a une correspondance explicite entre lambda et θ. D'un côté, mon lambda, c'est le paramètre d'hyperbolicité des cartes infinies, et le θ, c'est le paramètre d'hyperbolicité des cartes finies. Alors, quelque chose qu'on savait déjà plus ou moins bien, c'était que si on prenait les triangulations uniformes, pas de la sphère, mais par exemple du tore ou du tore à 1000 trous, mais un nombre fixé de trous, ça allait quand même redonner l'UIPT. Bon, ça n'a jamais été écrit nulle part, mais c'était quelque chose que tout le monde savait qui était vrai et savait qu'on pouvait le prouver facilement. Et alors, il y a eu un peu de travail quand même sur les cartes de grand genre, mais cette fois sur les cartes à une seule face de grand genre, donc par Angel, Chapuis, Curien et Rai en 2013. Et ils ont montré que la limite locale, eh bien, c'était un arbre hyperbolique. Donc ils ont très bien décrit la loi, c'est un Galton-Watson conditionné à survivre avec des paramètres qui vont bien. Donc à propos de cette conjecture, je vais essayer maintenant de vous donner un peu d'intuition géométrique derrière ça. Donc je vous disais que si jamais le genre il est fixé, ça va nous redonner l'UPT. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc imaginons que je vais faire ma simulation, tirer mes triangulations aléatoires successivement et je vais toutes les plonger, les dessiner sur cette surface grise qui est fixée. Et je vais regarder par exemple la boule de rayon, je ne sais pas moi, 1 million. Je vous la dessine en rouge là. Et bon, bah, plus il y aura de triangles, plus les triangles vont devenir petits et plus la boule rouge, vous allez voir, va rétrécir en comparaison. Donc au début, quand on n'est pas quand on n'a pas une taille très grande, la boule de rayon 1 million, elle peut faire un peu ce qu'elle veut. Mais au fur et à mesure, vous voyez, ça rétrécit, etc. Jusqu'à ce que là, vous ne voyez pas, mais là, il y a un petit point rouge. Et en fait, l'intuition géométrique là-dedans, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit à la limite? On voit l'UPT, c'est le plan tangent d'une triangulation infinie. Donc là, je vous le dis de manière non rigoureuse, mais il y a des choses un peu plus rigoureuses derrière ce que je dis. Donc, ça, c'était pour le genre fixé. Maintenant, essayons de comprendre l'intuition géométrique derrière la conjecture de Beniamini et Curien quand il y a le genre tend vers l'infini. Donc là, il faut imaginer la même animation, mais où il y a des trous qui apparaissent de plus en plus. Donc là, évidemment, c'était un peu plus dur à faire, donc je ne vous ai pas fait d'animation pour ça, mais je vous ai fait une sorte d'état limite. Et là, vous voyez la boule de rayon 1 million, par exemple. Ça reste planaire, donc la topologie n'est pas compliquée. C'est ce que dit la conjecture de Beniamini et Curien. Mais vous voyez, ma boule, là, elle plonge un petit peu dans les trous. C'est-à-dire qu'en fait, à la limite, on ne voit pas le genre, mais on ressent quand même la courbure. Encore une fois, là, ça apparaît complètement dit avec les mains, mais il y a des choses un peu plus rigoureuses que ça derrière ces affirmations. Et donc, alors, le résultat qu'on a avec Thomas Buninsky, c'est tout simplement qu'on a démontré cette conjecture. Combien de temps il me reste? 3-4 minutes. Ok. Alors, de toute façon, je n'ai pas beaucoup de slides. Donc, je ne vais pas rentrer trop même pas du tout dans le détail des preuves. Je vais juste vous faire 2 slides sur la preuve. Donc, la première idée qu'on aurait, surtout pour moi en tant que combinatoriste, c'est de se dire, si je sais compter, je sais sûrement que j'ai gagné. Donc, dans le papier de l'UIPT, ils ont des asymptotiques précis sur le nombre de triangulations de la sphère, et ça les aide vachement, c'est un gros morceau du travail pour le papier. Et là, on pourrait se dire, chouette, on va trouver de l'asymptotique précise pour le nombre de cartes de triangulation à deuxième triangle et de genre G quand G sur n tend vers θ. Le problème, c'est que ça, c'est quelque chose de beaucoup trop difficile parce que c'est de l'asymptotique bivariée. En général, on vous donne une suite à n et puis vous faites, quelle est la limite quel est l'équivalent de AN quand n tend vers l'infini. Mais là, en fait, vous avez quelque chose en 2 dimensions et vous essayez de prendre une diagonale d'une certaine pente. Et ça, c'est quelque chose
de très difficile. On sait le faire que dans des cas bien particuliers et dans lequel, enfin, c'est pas du tout le cadre des triangulations en tout cas. Donc il a fallu faire autrement. Et donc là, voilà, ça c'est la deuxième slide par rapport à la preuve. Donc juste le résumé de la preuve. Donc comment on fait? Très rapidement. Donc le premier morceau de la preuve, c'est de montrer un résultat de tension. Il me semble qu'il y a un autre orateur aujourd'hui qui a parlé de la tension. C'est quelque chose qui est quelque chose d'assez classique quand on fait des limites d'objets probabilistes. Ça ressemble un petit peu à la compacité, si vous voulez. Et en fait, ce que ça implique, c'est que toute sous-suite a une sous-sous-suite qui converge. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fort. Dans notre cas, le plus gros morceau, c'est de montrer en gros que le degré de la racine est presque sûrement fini. Et au passage, on montre aussi que les limites sont planaires et non qu'un bout. Donc ça, c'est la première partie. Ça, c'est des arguments combinatoires, des arguments de comptage qui montrent ça. Ensuite, une fois qu'on a ça, si on montre qu'il y a une seule limite possible, on a gagné. Donc la deuxième partie, c'est de montrer que toutes les limites possibles, c'est des pshits, avec potentiellement un paramètre aléatoire. Donc ça, c'est quelque chose de purement, cette partie-là est purement probabiliste. Et le dernier morceau de la preuve, c'est de montrer que ce fameux lambda, là, ce fameux paramètre, en fait, il est déterministe et il dépend uniquement de θ. Voilà. Et en bonus, en fait, ce qu'on ne savait pas faire avant, on sait le faire maintenant. Voilà, on a trouvé un chemin détourné, on arrive à revenir sur les asymptotiques. On arrive à avoir le taux de croissance de tn-gn sur tn-1gn. Et on a une expansion asymptotique de mon tn-gn là, à exponentielle de petit taux de n près. Donc moi qui fais de la combinatoire, je suis plutôt content d'avoir un peu d'asymptotique. Et donc, ouais, donc pour terminer, quels sont les futurs challenges dans le domaine des cartes de grand genre? Donc là, ce qu'on fait en ce moment avec Thomas, c'est les cartes de Boltzmann, c'est-à-dire qu'on va prendre des cartes avec des degrés prescrits. Donc là, on avait des cartes avec tous les degrés des faces, c'était 3. On va prendre des cartes avec des faces un peu plus grosses et potentiellement non bornées et voir ce qui se passe. Avec Guillaume Chapuis, mon directeur, et Cyril Marzouk, qui est dans la salle, on a récemment démontré que le diamètre des cartes de grand genre, c'était en log n. Ce qui n'est pas si étonnant en soi, enfin, on pouvait s'y attendre parce qu'on a un comportement hyperbolique, donc si on a une croissance des boules en exponentielle de R, on va avoir un diamètre en log n. C'est pas toujours le cas, hein, mais c'était un bon premier guess. Et sinon, des choses sur lesquelles je ne sais absolument rien, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais il y a des cartes décorées avec de la matière, par exemple un modèle de Potts ou un modèle d'Ising. Qu'est-ce qui se passe quand G sur n tend vers 1,5? Donc ça, c'est un cas qui n'est pas traité dans notre papier parce que finalement, quand G sur n tend vers 1,5, c'est la valeur critique. Il commence à y avoir très très peu de sommets. Donc la carte, elle est vachement repliée sur elle-même. Il n'y a pas de limite locale, il n'y a pas de limite locale, donc on ne se posera certainement pas les mêmes questions. Mais il y a peut-être des questions à se poser, notamment le diamètre, on peut toujours se poser la question. Et puis, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations géométriques sur les cartes de grand genre? Par exemple, le rayon d'injectivité. On nous a demandé une fois si on pouvait prouver qu'il y avait des sous-graphes expanseurs de taille linéaire. Bon, ça me paraît être quelque chose de beaucoup trop loin pour l'instant. Mais bon, voilà, il y a encore pas mal de questions à se poser sur ces sujets-là. Et je crois que j'ai fini, donc merci beaucoup. Merci Baptiste. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bon, c'est un peu naïf, mais du coup, comment la courbure, entre guillemets, se fait sentir? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez voir sur... comment la courbure, du coup, se fait ressentir quand on a le nombre de trous est à peu près proportionnel au nombre de sommets? Alors, ouais. En fait, la courbure, si tu veux, tu peux voir ça... Tu peux penser au degré moyen d'un sommet. Attends, je vais le faire au tableau, ça va être... Donc, hop là. Donc, si j'ai une triangulation, j'ai 2n arêtes et G, donc G, c'est mon genre. Et avec la formule de l'air, on calcule que le nombre de sommets, c'est n plus 2 moins 2g. Et donc, du coup, le degré moyen, c'est égal à, du coup, alors il faut que je le fasse dans le bon sens, 2n
sur le nombre d'arêtes. Ouais, c'est ça, c'est le nombre d'arêtes sur le nombre de sommets. N plus 2 moins 2G. Et ça, c'est équivalent à 1 sur... non, c'est équivalent à 6, pardon, je vais y arriver. Non, il y a 3 n arêtes, pardon. Il y a 3 n arêtes et c'est... le degré moyen, c'est 6n sur... c'est 2 fois le nombre d'arêtes sur le nombre de sommets. Et donc ça me fait 6 sur 1 moins 2θ. Et tu vois qu'en fait, c'est parce que G, c'est à peu près θn. Donc si G, c'est un petit taux de n, ça redonne 6, alors que si G, c'est θn, ça va te donner quelque chose de plus grand que 6. Et notamment, on voit pourquoi ça ne marche plus quand θ tend vers 1,5, c'est-à-dire que là, le degré moyen, il est infini, donc là, il n'y a plus de limite locale, il n'y a plus rien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? J'avais une question sur la caractérisation de la limite. Vous avez du coup une nouvelle caractérisation de l'AppSheet où vous utilisez dans les 3 étapes de preuve. La deuxième, c'était dire que Ouais. voilà, le point 2, est-ce que vous avez du coup une nouvelle caractérisation de l'AppSheet C'est-à-dire une nouvelle caractérisation de l'AppSheet. En fait, l'AppSheet, c'est... Comment vous montrez que chaque limite est une sheet? Ah oui, comment on montre que chaque limite est une sheet? Alors, c'est une bonne question. En fait, tu as quand même... donc, si tu as une limite, on a une propriété de Markov spatial dite faible. Donc, si tu te souviens bien, c'était la formule, c'était ça. C'était la probabilité de voir ma triangulation, la petite triangulation, c'était CP fois lambda C. Et nous, ce qu'on s'est montré, ce qui est relativement évident, en fait, c'est, on ne s'est pas montré un truc aussi fort que ça, mais on s'est montré que ça dépend uniquement de P et du nombre de sommets. Parce que finalement, il y a une bijection assez simple. Tu prends une carte avec une petite sous-carte avec un bord de taille P et un volume V, elle est planaire. Enfin, une fois qu'on sait que c'est planaire, tu peux juste l'enlever et la remplacer par n'importe laquelle, par n'importe laquelle qui a le même volume et le même périmètre. Donc c'est uniforme conditionnellement au volume et au périmètre. Et une fois que tu as ça, donc on fait ça avec un problème des moments de Hausdorff, parce qu'il y a un CP qui vaut, je crois, 1 sur lambda C. Et donc après, tu as, je crois que c'est C1 qui vaut 1 sur lambda C. Donc tu vois, tu as des lambda C puissance V-1. Et ça va être, si tu as un paramètre aléatoire, finalement, ça, c'est des moments. C'est les moments d'une variable aléatoire à support dans 0 lambda C. Et il y a des contraintes quand tu as des... Comment dire? Tu as des contraintes sur ces nombres-là. Là, on a des nombres qui sont, on va les appeler APV. Avec pareil, on peut utiliser les trucs de peeling. Donc, on a des équations de peeling qui nous donnent des relations entre ces APV. Et du coup, il y a on suit après, on applique la machinerie qui dit, voilà, ça va nous donner un... ça nous dit, c'est la contrainte des problèmes de moment de Hausdorff, qui nous dit, ça, ce sont les moments d'une variable aléatoire à support dans 0,1, et puis après on dit que ça ne peut pas être plus que dans 0 lambda C, enfin bref, ça c'est comme ça que ça marche grosso modo cette deuxième partie. Donc c'est complètement abstrait et probabiliste, quoi. Une fois qu'on a écrit ces trucs-là, ces propriétés minimales sur la carte, qui sont des propriétés très bien connues, après il fallait juste avoir l'idée de trouver les moments de Hausdorff. Voilà.